Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur l'RTNC. Un véritable coup de pouce à l'économie nationale, lancement officiel de la production de zinc à l'entreprise minière Kipushi dans le Haut-Katanga après 3 décennies d'inactivité par le président de la République. Neutralisation de 6 bandes de brigands au Kasaï oriental où ils ont été présentés à Mbujimaï au gouverneur de province en attendant un procès public. Encore une fois, bonsoir. Relance de la production de zinc à la mine de Kiko à Kipushi. Le président de la République a lancé les travaux de cette entreprise qui était à l'arrêt depuis plus de 33 ans. C'était hier dimanche. Juste après, il s'est adressé à la population au stade de l'OUA. Les précisions dans ce reportage. La symbolique est simple et forte. À travers ce geste, le chef de l'État relance officiellement la production des zinc à l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko, située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'un partenariat qui découle d'une jointe venture entre la GECAMINE et les géants miniers Ivanhoe Mines, les gisements de la mine sous-traîne de Kipushi refait surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 45 000 tonnes de minerais de zinc sont produites mensuellement et Kiko réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette activité va créer beaucoup d'emplois et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. L'espoir de tout Kipushi repose sur cette compagnie et voilà qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ces territoires depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet. Et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la relance de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays et la question de la révision ou du changement de la Constitution ont été abordés. Au sujet de la révision ou du changement de la Constitution, comme à Lubumbashi, le garant de la nation a confirmé qu'il mettra en place l'année prochaine une commission chargée de réfléchir sur la Constitution. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État a conclu son meeting. De retour de Kipushi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une importante réunion du Conseil provincial de sécurité. La situation sécuritaire dans l'espace Grand Katanga a été examinée. Le compte-rendu est fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, au micro de Giscard Koussema et de Coco Molicho. L'opinion doit retenir que le président a eu autour de sa table toutes les institutions et les personnalités concernées par la sécurité et la défense de la province du Haut-Katanga, mais par la présence du commandant de la 22e région militaire, on a eu l'avantage d'avoir la situation de tout l'ancien Grand Katanga et ça a permis de faire un échange d'informations et un échange sur la situation sécuritaire. Et le président de la République a eu aussi l'opportunité de donner des instructions claires et fermes
aux différents services sur la façon dont ils doivent se comporter et prendre en charge la situation. Le rapport qui lui a été fait renseigne que la situation est relativement calme. C'est vrai qu'il y a certains faits qui ont été relevés, mais dans l'ensemble, la situation est relativement calme. Et le président en a profité pour donner des instructions en ce qui concerne les perspectives à venir. Et pour assurer la mobilité et la protection des personnes et de leurs biens, tous les administrateurs et la police nationale ont été dotés des véhicules, un don du chef de l'État. La cérémonie a été présidée à Isiro par le vice-ministre des Affaires coutumières en présence du gouverneur. Tous les 6 administrateurs des territoires du Haut-Uélé, dotés chacun d'une Jeep Land Cruiser 4x4 Pépin neuve, dont du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce samedi 16 novembre 2024 à l'esplanade du gouvernorat de province. Dans les mêmes lots, 10 autres véhicules à la police nationale congolaise pour bien assurer la sécurité de personnes et de leurs biens sur l'ensemble de la province. C'est le vice-ministre en charge des affaires coutumières, Mohamed Desi, qui préside la cérémonie. C'était l'occasion pour le ministère de l'Intérieur, comme le chef de l'État aussi, de lancer un signal fort aux entités éloignées de Kinshasa, le Haut-Uélé qui a fourni un effort constant pour la réélection du chef de l'État. Le chef de l'État veut stabiliser toute la partie Est et notre présence ici est justement le renforcement de cette cohésion qu'il doit y avoir entre Kinshasa et les provinces. Clé de contact de tous ces véhicules à la main, le gouverneur Jean Bakomito Gambou remercie le chef de l'État pour cet appui et exhorte les utilisateurs à leur gestion rationnelle. Au nom de toute la population du Haut-Uélé, dire merci au chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui nuit et jour se bat pour que la paix puisse régner sur l'ensemble de la République. La promesse qui nous a été faite a été concrétisée. Nous veillerons à ce que ces matériels soient utilisés uniquement pour les besoins des services. Le commissaire provincial de la police et le représentant des administrateurs territoires ont tour à tour remercié le président de la République pour son geste. Afin d'exprimer leur satisfaction, une caravane est improvisée et sur la grande artère de la ville d'Isiro. Isiro sera bientôt doté d'un aérogare moderne à la fin des travaux de réhabilitation qui sont en cours. D'autres précisions dans ce reportage. L'aérogare de l'aéroport national d'Isiro-Matari fera peau neuve dans quelques jours. Devenu un vaste chantier, cette infrastructure des années de l'indépendance subit actuellement des travaux de sa modernisation à la veille de la visite du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en cette fin d'année 2024. Outre les travaux de remplacement de toute la toiture et d'étanchéité, il s'y construit un tout nouveau salon d'honneur VIP. La salle de séjour, le bureau, la billetterie, même les installations sanitaires et autres locaux attendent de recevoir une véritable cure de jouvence. Tous les matériaux pour garantir la fin de ces travaux dans un temps record sont déjà disponibles. Et c'est en cœur joie que le gouverneur Jean Bakomito Gambou effectue une visite d'inspection dans ces chantiers en vue de s'imprégner de l'évolution des travaux. L'autorité provinciale ne manque pas de donner des orientations et directives aux constructeurs afin d'offrir à la province un ouvrage de qualité dans cet aéroport qui constitue la vitrine d'entrée et de sortie de cette ville de la bienheureuse Anouari Teninga Peta, dont la célébration du 60e anniversaire de son martyr intervient le 1er décembre prochain. Le développement de la province de l'Ituri était au centre d'un échange ce lundi 18 novembre 2024 entre le représentant résident du PNUD en République démocratique du Congo et le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant général Uboya Kacham. Le programme des Nations Unies pour le développement exécute plusieurs projets en faveur de la province de l'Ituri. Des projets liés aux solutions durables de personnes déplacées dans le cadre de la stabilisation de l'environnement et de l'électricité. Ces points ont fait l'objet d'un entretien ce lundi entre les représentants résidents du PNUD en RDC et le gouverneur militaire de l'Ituri. Nous avons aussi discuté de comment est-ce que l'agenda du développement peut être placé au cœur des activités de la province. Parce que le gouverneur, dans son ambition, voudrait que la province de l'Ituri soit
soit vue comme une province en développement. Moi, je me suis senti très à l'aise parce que le développement, c'est la base fondamentale de notre mandat. Et donc, moi, j'ai été très heureux d'avoir un interlocuteur. Dans la même lancée, Damien Mama se dit émerveillé de l'élan de développement imprimé par le lieutenant général Chomadjouni, qui change de plus en plus l'image du chef-lieu de l'Ituri. Bunia, c'est pas la bouche qu'on imagine, avec des routes asphaltées, une population qui est dynamique, les gens qui sont dans les activités. Signalons qui, dans le cadre des relations de coopération entre la RDC et cette agence des Nations Unies, il sera procédé de ce mardi à Mambasa à l'inauguration de la centrale photovoltaïque. Question de desservir cette partie de l'Ituri de qualité. Coup de filet de la police nationale congolaise du Kasaï oriental, elle a mis la main sur 6 bandes de gants à main armée qu'elle a présentées vendredi dernier au gouverneur de province Jean-Paul Mbouébois-Kapo. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise Kasaï oriental, le général John Chabouina, a présenté vendredi 15 novembre 2024 au gouverneur de province Jean-Paul Mbouébois-Kapo, dans l'enceinte du gouvernorat de province, 6 groupes de bandits armés qui insécurisent la paisible population du Kasaï oriental. Parmi eux, des policiers, des civils et un habitué de la prison. Très touché par les actes que commettent ces inciviques à l'endroit de la population, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouébois-Kapo, a décidé que ces bandits soient jugés publiquement et qu'ils subissent la rigueur de la loi. Dans notre politique, nous voulons lutter contre des criminels de vertu, à troubler l'ordre. Nous voulons mettre dans la sécurité des prisonniers du citoyen, tout ce que nous pouvons faire, c'est ça. Je remercie la police nationale pour avoir mis la main sur ces inciviques. Et moi, ce que nous devons faire, c'est qu'on doit subir la rigueur de la loi. Nous allons nous mettre à leur place, nous organisons un procès public et on va passer comme il faut pour les décourager, pour décourager ceux qui peuvent encore tenter de faire ça. Disons que le gouverneur de province remercie la police pour ces jolis coups de filet et l'a encouragé à travailler en collaboration avec la population en vue de traquer tous ces incidents troubles d'études populaires à l'approche des festivités de fin d'année. La province du Nord Kivu, début du contrôle biométrique des agents de carte de service public de l'État. Vendredi 15 novembre 2024, c'était à Goma, dans la salle de la mairie. J'ai commentaire. Lancement officiel de la deuxième phase du contrôle biométrique des agents des carrières des services publics de l'État au Nord Kivu, c'est vendredi 15 novembre à la mairie de Goma. Il s'agit d'une suite logique de l'identification en novembre 2022 par le ministère de la fonction publique. Cette deuxième vague s'effectuera durant 25 jours. Le chef de mission d'identification Nord Kivu, Fortina Ndefu Kandolo, souhaite une bonne collaboration entre les bénéficiaires et les agents contrôleurs afin d'aboutir à des résultats escomptés. La maîtrise des effectifs ainsi que celle de la masse salariale, l'intégration en tout cas de tous les agents de carrière des services publics au sein du fichier de référence de l'administration publique. Mais le suivi et la rigueur est de mise pour cette deuxième phase aussi. La conseillère du gouverneur en charge de la fonction publique, Maître Priska Luanda, a remercié le ministère des tutelles qui a entendu les cris de la population du Nord Kivu et a appelé au respect du calendrier. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits par rapport à cette mission, mais nous continuons aussi à faire les plaidoyers par rapport à d'autres zones qui sont sous occupation d'IAM 23. Nous continuons à faire ces plaidoyers pour que quand la paix sera rétablie, que cette mission puisse revenir pour contrôler aussi ces agents de l'État. Les premiers bénéficiaires de cette deuxième phase, Moana Isengeta, chef de division de la culture, ne cache pas sa joie. Oui, ce n'est pas facile d'être compté parmi ceux qui sont ressassés biométriquement. La mission du ministère de la fonction publique est allée présenter ses civilités au gouverneur de province et au maire de Goma. Ces activités sont financées par la Banque mondiale dans le cadre du projet Encore. Toujours à Goma et en festival a permis à une grande couche de la population de connaître leur état sérologique. C'est le Fonds des Nations Unies pour la population qui a organisé cette campagne.
Une clinique mobile pour le dépistage volontaire du VIH et du syphilis a été opérationnelle durant le festival Amani qui a duré 2 jours. Constat fait le dimanche 17 novembre 2024 lors de l'entretien avec Charles Mbé Tsaboualé, le chargé du programme genre VBG au sein de l'UNFPA. Selon lui, cette occasion a été également une opportunité pour donner certaines informations aux jeunes concernant la planification familiale qui n'est pas à confondre avec l'arrêt des naissances. Les services sont assurés de façon gratuite. Nous invitons davantage les jeunes à accéder à ces services-là d'une façon effectuée de bien gérer leur corps, bien de la vie, mais aussi de contribuer efficacement au développement de leur mois. Il n'y a pas de discrimination, les services sont ouverts à tout le monde. Les hommes sont aussi les bienvenus parce que nous assurons aussi le traitement des IST. Le CDV, pour le conseil pour le dépistage volontaire, les avantages sont là, on connaît son état sérologique et si on est malade, on peut être référé vers le structure de prise en charge pour s'assurer d'une longue suite. À noter que les jeunes se sont réjouis de différents services offerts par cette clinique mobile, comme en témoigne ce jeune qui a découvert son état de santé après le dépistage volontaire. Je suis passé au dépistage parce que je ne savais pas comment est-ce que ma santé est. Pour les jeunes, on passe encore pour se faire dépister. Tous les jeunes qui sont venus à notre stand, ils étaient bénéficiaires de dépistage, ils ont eu des préservatifs et beaucoup d'autres choses. Nous devons signaler que le dépistage volontaire du VIH et des IST, infections sexuellement transmissibles, est toujours gratuit. Voilà, et dans quelques jours de la fermeture du projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac prévu le 31 décembre de cette année, le gouverneur envoie ses experts en agriculture, développement rural et finances d'accompagner la Banque nationale pour évaluer le projet Picagel dans le Tanganyika. C'est dans le cadre de l'évaluation des activités du projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac Picagel, exécuté dans le territoire de Kalemi dans la province du Tanganyika, qu'une équipe de la Banque mondiale, des experts des gouvernements et de la coordination nationale du projet Picagel ont effectué une descente de 6 jours dans le Tanganyika, soit du 16 novembre 2024. Il était question de passer en revue toutes les activités exécutées par les différents partenaires de mise en œuvre à quelques jours de la fermeture du projet, avec un accent particulier sur les infrastructures qui constituent les grands investissements. Il s'agit notamment des aménagements hydro-agricoles, ponts, et autres. Après un entretien avec le ministre de l'Agriculture et le gouverneur de province sur la pérennisation des acquis du projet, l'équipe missionnaire est descendue sur les différents chantiers, dont les ponts Loubelei, avec une portée de 75 mètres, qui relie la ville de Kalemi et Katibili. Ici, les travaux sont exécutés par l'Office des routes sous la supervision de l'INOPS. Les travaux d'aménagement hydro-agricole avec un grand barrage de gestion des eaux qui vont couvrir 390 hectares de périmètre risicole dans les bassins de la Rugumba, exécutés par INOPS, mais aussi c'est mis en place par Ricolto à travers une approche communautaire qui vont quant à eux couvrir 560 hectares de périmètre risicole ont également été évalués par l'action. Ghislain Geleza, le chargé des projets Picagel à la Banque mondiale, s'est dit satisfait de l'engagement des gouverneurs de province à pérenniser les acquis du projet et appelle en même temps les bénéficiaires à capitaliser ces acquis. Je dirais vraiment merci, particulièrement au gouverneur de la province de Tanganyika, pour son leadership. Et c'est vrai que la banque apporte un appui, mais c'est leur gouvernement qui donne ces infrastructures-là, ces investissements-là. Ils doivent les préserver. C'est d'abord eux-mêmes les bénéficiaires qui doivent les protéger, préserver et s'assurer qu'ils tirent le bénéfice de ces investissements. Retenons que le projet exécuté depuis 2018 dans les provinces du Tanganyika et Sud Kivu a accompagné les agriculteurs de différentes filières agricoles, à savoir les riz, le manioc, l'élevage, la pisciculture et le maraîchage. Allons dans le Congo. La direction provinciale de la RTNC a organisé une série de formations à l'intention de ses journalistes à Kenge, chef-lieu de la province, du 15 au 16 novembre 2024. C'était dans l'objectif de renforcer ses agents en capacité pour la diffusion des informations sûres et fiables. Esdras Congo de la RTNC Congo a signé ce reportage. Regardez. Les journalistes de la radio-télévision nationale congolaise au Congo ont pris part à une formation de mise à niveau organisée du 15 au 16 novembre 2024 à Kenge, chef-lieu de la province. Ces 2 journées de formation ont été animées par les formateurs internes à
sur l'écriture journalistique et les techniques de reportage à la radio, permettant ainsi aux participants d'améliorer leurs compétences professionnelles. Selon Aimé Touyenzi, directeur provincial de la RTNC au Congo, cette formation visait à renforcer les capacités des agents en vue de la relance des activités de la station du Congo. Il a exprimé sa gratitude envers les autorités nationales et la directrice générale de la RTNC, Mme Sylvie Elengue, pour leur soutien. Formation de 2 jours à l'intention des journalistes de la RTNC Congo, c'est pour des raisons d'efficacité et de relance de la RTNC Congo. Moi et Meyen vient d'organiser cette mise à niveau des journalistes pour qu'ils soient prêts à donner une information sûre, fiable, information de qualité, sans tard au profit de la population congolaise en général et congolaise en particulier. Nos remerciements également au chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, pour la paix dans cette province du Congo. Et nous remercions également notre ministre des Communications et des Médias. Et pour terminer, merci à Madame Directeur Générale Niembo Sylvie, qui chaque fois nous accompagne. Les participants ont également remercié les formateurs pour leur engagement et leur dévouement. Nous disons merci à tous nos formateurs. Pour clore cette session en beauté, un brevet a été remis aux participants, marquant leur engagement envers les services publics et leur rôle clé dans le développement de l'information dans la province du Congo. Le directeur provincial a offert un cocktail à tous les agents, un geste symbolique qui a permis de célébrer cette réussite collective. Les champs de maïs et autres cultures sont menacés dans le Kasaï. Pour répondre à cette situation, plusieurs experts agricoles venus des territoires de cette province prennent part à un atelier de renforcement des capacités. Pendant 4 jours, 25 moniteurs agricoles de l'ONG HPP Congo et autres partenaires étatiques évoluant dans les secteurs de l'agriculture ont pris part active à un atelier de formation organisé par le Programme national de développement agricole PNDA en sigle. Cet atelier était basé essentiellement sur la gestion de la chenille légionnaire d'automne, principal ennemi de maïs et autres cultures maraîchères. L'objectif principal de la formation est de renforcer effectivement la capacité de toutes ces personnes citées si haut en vue d'une meilleure gestion de ces fléaux qui est la chenille légionnaire d'automne qui ravage très sensiblement la culture du maïs depuis plus de 5 ans et pour lesquels il faudra nécessairement avoir des solutions idoines pour les petits producteurs et cela pour le bien des secteurs agricoles et renforcer la sécurité alimentaire nutritionnelle de nos populations. Pour mieux combattre son ennemi, il faut savoir mieux l'identifier, dit-on. Voilà qui justifie la descente sur terrain des moniteurs agricoles dans un champ de maïs où la chenille légionnaire d'automne se multiplie à grande vitesse, comme l'explique ici l'ingénieur Boucha Boubopé Gauthier, l'un des formateurs. Bon, ici, on est venu avec les participants. On est dans les travaux pratiques. C'est pour évaluer l'impact des dégâts de cette chenille dans le champ ici. Notons qu'à l'issue de cette formation des formateurs, un brevet de participation a été remis à chaque participant pour ainsi certifier toutes les techniques et matières apprises en vue de lutter contre la chenille légionnaire d'automne. À présent, cette question, quelle est la délimitation entre les territoires de Kabaré et de Walungu? Plusieurs experts en la matière se sont réunis au cours d'un atelier avec pour objectif de renforcer et identifier les zones à risque. Regardez. Durant 2 jours, les participants ont réfléchi sur les problèmes sécuritaires de leur entité. À Kabaré, le premier module sur la présentation des principales notions et sur les diagnostics partagés des sécurités a été développé par Méthode Niamwaba, inspecteur provincial de la territoriale chef de pôle Maniema, Nord Kivu et Sud Kivu. Il a fait savoir que l'objectif de l'atelier est de restaurer et renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national afin de permettre aux différentes structures de rendre les meilleurs services à la population et dans le but de s'aligner sur la vision du chef de l'État et du gouvernement de la République. Méthode Niamwaba a recommandé que la politique nationale de la défense et de la sécurité soit fondée sur 6 fonctions principales, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et intervenir. Cette méthode a ajouté qu'il a été décidé par la haute hiérarchie du ministère de l'Intérieur à Kinshasa de pouvoir étendre ces activités importantes au territoire. C'est ainsi qu'elle était
territoires de Kabaré et de Walungu ont été pris comme territoire pilote. Ces activités ont été tenues au même moment au niveau de Walungu, où une équipe d'experts conduite par l'inspecteur provincial Jonas Moutiki Lutala, et au niveau de Kabaré, l'activité est conduite par Méthode Nyamwaba, inspecteur de la territoriale chef de pôle des provinces du Maniema, Nord Kivu et Sud Kivu, sous la modération de Raymond Nkanendela Mototougou. Les participants ont été membres des comités locaux de sécurité, des chefs de chefferie et des présidents sectionnaires de la société civile dans toute sa diversité. Les travaux ont été ouverts et clôturés par les administrateurs du territoire. Passons à présent à ce lancement des activités de prévention, atténuation et réponse aux violences basées sur le genre dans la ville de Cabinda. Ces assises ont été lancées par le gouverneur de province de la Lomami dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport. Images et commentaires. Le chef de la mission de l'ABF-ND, Dr Placide Kayombo, a invité les travailleurs à éviter d'être auteurs et co-auteurs des violences basées sur le genre, exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel, de les abandonner et de dénoncer dans un bref délai tous les cas enregistrés pendant leurs travaux. C'est dans ces cadres que l'Association pour le bien-être familial et santé désirable a été sélectionnée par la cellule d'infrastructure pour prévenir et donner la réponse à ces violences qui peuvent venir afin que les travaux de la route se passent en toute quiétude. Liliane Moussa Ouakazadi, expert violence basée sur le genre, VBG de la cellule infrastructure, a invité les travailleurs de l'entreprise et autres parties prenantes à s'abstenir de tous les actes VBG. Il y a des acteurs qui vont travailler dans le cadre de ce projet. Et ces acteurs, nous avons la mission de contrôle, nous avons l'entreprise, nous avons ABF. Ce sont les trois grands acteurs qui sont sur place. Iron Van Kalombo Moussoko, gouverneur de Lomami, a rendu les hommages mérités au chef de l'État congolais, les champions de la masculinité positive pour les orientations stratégiques de la diplomatie agissante en obtenant le financement de la Banque mondiale pour les travaux du pacte. Et d'ajouter, j'accueille avec joie le pacte dans ma province. Nous ne ménagerons aucun effort pour voir 0K VBG, 0K EAS, 0K HS afin de protéger tous les habitants riverains sur le tronçon routier Ngumba Kabinambanga. J'autorise les chefs des divisions provinciales de Lomami à s'approprier les projets de bitumage de la route nationale numéro 2, a martelé le chef de l'exécutif provincial de Lomami. Dans le Maïndombe, Konso Kevani Lebon vient de regagner la ville d'Inongo le week-end dernier en provenance de la capitale Kinshasa. Il a participé aux états généraux de la justice organisés tout récemment dans le cadre de la réforme de l'appareil judiciaire congolais. C'est à l'occasion des réformes judiciaires annoncées par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le gouverneur de la province du Maïndombe, Konso Kevani Lebon, a participé aux assises liées aux états généraux de la justice congolaise organisées à Kinshasa. Accompagné du président de l'Assemblée provinciale du Maïndombe, le chef de l'exécutif a été accueilli par une foule immense, les chefs coutumiers, le comité provincial de la sécurité, ainsi que les autorités politico-administratives. Au cours d'un point de presse tenu devant la presse locale, le gouverneur de la province Konso Kevani Lebon a parlé de l'objet de sa mission à Kinshasa, laquelle mission a nécessité d'assister aux activités sur la réforme de l'appareil judiciaire congolais, dont l'implication de l'exécutif, le Parlement et les professionnels de la justice était importante. Du côté exécutif, il a été question de l'interférence avec la justice qui ne lui permet pas d'appliquer la loi comme il faut. Quant au Parlement, la mise à jour de certaines lois obsolètes qui ne cadrent pas avec la réalité actuelle. Et enfin du côté justice, ici a attelé sur l'éthique et la déontologie. Ici est de signaler qu'après la réponse de la demande introduite à l'Assemblée provinciale sur l'investiture du gouvernement provincial, la dite investiture interviendra incessamment. Et à la session de formation continue à l'intention des médecins neurologues, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale y a apporté son appui, nous dit Rodé Panda. La gratuité de la maternité consiste aussi à former les prestataires de soins dans différentes spécialités médicales, notamment sur la neurochirurgie. Cette plus-value dans les connaissances et compétences des médecins traitants valent d'une importance de taille dans la prise en charge des malades. Les centres médicaux spécialisés que dirige le professeur Sarah Mutamb, médecin première neurochirurgienne qui preste à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, a organisé une
une session d'apprentissage à l'intention de leurs collègues. D'autres notions techniques sur la neurochirurgie en collaboration avec une équipe de neurochirurgiens qui a fait le déplacement de la ville qui préfère. Le docteur Kaboulou, Dieu merci, spécialiste en neurochirurgie, souligne l'essentiel. On a fait des interventions sur l'hydrocéphalie avec une nouvelle technique. À l'époque, on était en train seulement de dériver. On met un tuyau du cerveau jusqu'au ventre. Comme ça dérive le liquide qui est dans le cerveau, ça part dans le ventre. Mais aujourd'hui, on a une méthode très spécifique où on ouvre à partir d'un trou, on fait entrer un trocar dans la tête. Donc, on communique à partir de l'intérieur et on coagule, c'est-à-dire on ferme les éléments qui produisent ces liquides-là. C'est pour la première fois que ça se passe ici à Lubumbashi et à partir de maintenant, on va continuer à le faire. La délégation de ces neurochirurgiens a été conduite par le docteur Jeff Ntalaja et le professeur Diallo venu du Mali. Tout s'est réalisé dans le cadre de la formation continue avec l'appui du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. L'hydrocéphalie était au centre de cette formation. Elles ont désormais une personnalité juridique. Les assemblées de Dieu des temps de la fin appellent à l'unité de cette confession religieuse assise sur les enseignements de William Marion Branham. Cédric Elena a signé ce reportage. C'est un arrêté du ministère de la Justice qui met à l'abri les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, ACMTF. Doté désormais d'une personnalité juridique, finit donc l'intrusion, l'imposture ou encore l'usurpation. Cette nouvelle a été présentée à l'assistance et cela a coïncidé avec la présentation des animateurs de la dite association avec à leur tête les révérends Vibidila, premier administrateur. Aujourd'hui, comme vous l'avez suivi dans l'exposé du premier administrateur, c'était pour présenter à notre association l'arrêté ministériel qui vient de sortir, reconnaissant la personnalité juridique à notre association et aussi les personnes dirigeantes de l'association qui ont été reconnues, les nouvelles personnes qui dirigent maintenant l'association. C'est pourquoi nous avons invité les membres pour qu'ils soient au courant de ce que le ministère de la Justice a décidé à notre faveur. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui le ministère de la Justice puisse accepter tout ce qu'on a fait et que nous puissions avoir un nouvel arrêté modifié et complété. Bien sûr, nous sommes en ordre avec l'État congolais. C'est la raison pour laquelle le premier administrateur vous a expliqué à l'assistance comment William Branham était en ordre avec l'État américain. Cette rencontre s'est clôturée par un message d'apaisement et d'unité selon les principes chrétiens. Voilà, fin de ce journal et merci de votre attention. À 20h, la suite de l'actualité avec Sandra Niangitabou. Au revoir.